Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Jeanne Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli qui reprend son souffle, qui est arrivé en courant pour vous proposer une nouvelle émission ce soir du Campus Sport Club. Pour revenir sur toute l'actualité sportive, c'est dur de reprendre son souffle alors qu'on vient de remonter les escaliers en courant, c'est très dur. Je vous déconseille de faire ça pour une heure d'antenne radio. Pour revenir sur l'actualité sportive de la semaine avec... Il y a la Coupe du Monde, il y a des matchs en cours, j'étais devant l'Angleterre, donc voilà pourquoi monsieur est en retard. On va en parler tous ensemble. Avec 4 chroniqueurs pour m'accompagner ce soir, à commencer par Owen. Comment ça va, Owen ? Ça va bien et toi ? Ouais, bah, tu le vois. Un peu essoufflé. Voilà. Je suis tout rouge, j'ai les cheveux n'importe comment, et on est là, on est à fond, c'est le sport. C'est le sport, c'est C'est ça. l'ADN de l'émission. Pour nous accompagner aussi à ta gauche, c'est Malo qui est présent pour cette émission. Comment tu vas ? Ça va super, hein. Encore une belle émission à venir. Ouais, voilà, toujours très succinct, Malo, voilà, c'est efficace, mais ça marche, et puis... Pour finir, le quatuor du soir pour m'accompagner, il y a Thibaut aussi qui est à ma droite. Ouais, bah bonsoir à tout le monde, toujours très content de venir ici. Je pense que je suis un peu moins essoufflé que toi, mais il fait quand même chaud en ce moment, donc oubliez pas de boire de l'eau et de rester dans des endroits frais. C'est vrai, c'est très important. Là aussi, on espère ne pas trop souffrir dans ce studio. Je ne sais pas comment se sont passées les émissions de la journée et du début de semaine, mais ça risquait de faire mal. Et pour finir ce tour de table, j'y arrive. C'est Gaëtan qui nous fait aussi le plaisir d'être là. Désolé Gaëtan, je t'annonce essoufflé, tout crevé. Comment ça va ? Non, pas de souci. Bah non, tout va très bien. Très content de faire mon petit retour, un retour très rapide au Campus Sport Club. Il fait extrêmement chaud, mais on a un seul ventilateur dans la pièce pour nous aider pour cette heure d'émission. Je ne sais pas si un suffira. Insuffira. Sachant qu'on va y revenir. Là, j'ai chaud, on est à fond dedans, mais il y en a encore beaucoup d'événements sportifs à évoquer. Et il y a de quoi se réjouir, il y a de quoi aussi s'exciter, et donc monter en température, justement, tout au long de cette émission avec toi, en bouquet final, les immanquables. On essaiera d'aller jusque-là. Évidemment, pour démarrer cette émission, comme toutes les précédentes, vous avez peut-être l'habitude maintenant, on va passer tout de suite aux résultats. Si vous avez manqué les résultats de la semaine dernière, contrôle surprise dans le Campus Sport Club. Avec Monsieur Résultat ce soir, Owen à ma gauche, Owen qui a eu peut-être l'occasion de savourer ce début de Coupe du Monde et peut-être pour celles et ceux qui ont été, comme moi, des couches très tard avec ce match des Bleus interminable. Revenons là-dessus d'abord, Owen, si tu veux bien, avec une victoire pour nos Français. Oui, hier, la France s'est imposée 3-0 face à l'Irak. Je dis hier, mais en fait, je pourrais dire plutôt dans la nuit de hier à aujourd'hui, puisque le match a duré 3h48 suite à plusieurs interruptions dues à des orages présents aux abords du stade. Nos Bleus ont assuré l'essentiel, la victoire. Kylian Mbappé a ouvert le score au quart d'heure de jeu avant de doubler la mise en début de seconde mi-temps sur une énorme erreur du gardien irakien. Enfin, peu après l'heure de jeu, c'est Ousmane Dembélé qui a parachevé le succès des Bleus 3-0. Les Bleus prennent donc la première place du groupe avec 2 victoires en autant de matchs, après celle obtenue face au Sénégal 3-1. Dans la nuit avaient également lieu d'autres matchs, notamment dans ce groupe I entre la Norvège et le Sénégal. Dans un match assez équilibré, ce sont les Norvégiens qui viennent s'imposer 3-2, notamment grâce à un doublé d'Erling Haaland. Malgré 2 réductions du score, les Sénégalais finalement ne reviendront pas. 6/6 pour la Norvège qui est co-leader du groupe avec la France. Tout sera donc à faire lors de la dernière journée pour déterminer le premier du groupe. Le Sénégal n'aura pas le droit à l'erreur face à l'Irak pour éviter l'élimination. C'est vrai, c'est que c'est un bon départ, c'est un départ réussi, on en a plutôt l'habitude sous l'ère Didier Deschamps avec nos Bleus. Est-ce que vous trouvez que c'est des victoires qui l'ont été avec la manière ? Est-ce qu'elle vous plaît, cette équipe de France, ici autour de la table ? Est-ce que vous êtes réjouis de ces 2 victoires avec 3 buts marqués, on rappelle, donc dans chaque rencontre ? J'aurais même tendance à dire, parce que j'y avais pensé, que c'est peut-être le meilleur début
de tournois que l'équipe de France a pu faire, en tout cas en Coupe du Monde, si j'ai en tête la Coupe du C'est Monde pas mal. 2014 et 2018. Il me semble qu'en 2014, pas mal de scores, je me rappelle de la Suisse, Honduras ou encore d'autres matchs. 5-2, 2-0, 5-deux et il me semble que le Il y a troisième un match, petit match nul. un petit Contre match l'Équateur, nul. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. 0-0. Mais donc j'imagine que c'est un bon début de tournoi, mais le passé nous a montré que c'était pas forcément un bon augure pour la suite. En tout cas, la France en 2018 et en 2022 n'a pas fait un bon début de tournoi, enfin en tout cas plutôt nuancé, pas aussi bien que celui-ci, et pourtant a performé en phase finale. Donc Oui. ça ne prouve, enfin je dirais que ça veut peut-être un peu rien dire quoi à l'avenir. Oui, Mais c'est c'est vrai. positif sur le jeu en tout cas. Pour le coup, en tout cas, on a eu 2 matchs donc contre le Sénégal, on parle des champions d'Afrique destitués, mais quand même champions d'Afrique, c'est pas rien. Et contre l'Irak, un match à rallonge, comme l'a rappelé Owen, 3h48, le plus long de l'histoire du coup du mondial. Peut-être qu'on aura droit à d'autres matchs qui seront interrompus et qui s'éterniseront dans la nuit, mais c'est déjà pas mal pour cette équipe de France. Là, il y avait une autre équipe qui est très attendue, justement, la championne du monde en titre, qui jouait le soir même, quelques heures avant, nos Français, Owen. L'Argentine s'est imposée une nouvelle fois sans encaisser de but, victoire sans forcer contre l'Autriche 2-0, qui assure à l'Argentine la première place du groupe avant le dernier match. L'information importante, elle est finalement ailleurs dans ce match. Messi devient seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, fort d'un doublé. Il dépasse Miroslav Klose, qui était ex-aequo avec lui avant. 16 buts marqués, il avait inscrit. On a ensuite le Portugal, hier, qui a joué. Ils n'ont pas réussi à se défaire de la RDC pour son premier match. Il fallait donc se relancer contre l'Ouzbékistan aujourd'hui. Victoire 5-0, victoire facile. Le Portugal devra absolument au moins faire un match nul face à la Colombie pour assurer sa place dans le top 2 du groupe. C'est vrai, avec le Portugal, avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi qui sont au rendez-vous de cette Coupe du Monde. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission sur la Coupe du Monde. On parlera un peu tous ensemble justement de ces 2 premières journées, entre guillemets, si je peux dire, Owen, de phase de groupe. La 3e, elle démarre à compter demain jusqu'à dimanche. Et on sera véritablement toutes les équipes qualifiées pour maintenant, donc 16e de finale. C'est ça. Ça fait 8 matchs pour aller chercher la couronne mondiale. C'est pas donné. On se garde un peu de football pour la suite. On va passer au volley basket avec un match ultra décisif qui se jouait ce soir, celui tout simplement pour le titre de champion de France. Donc on avait un match aujourd'hui entre le Paris Basketball et l'AS Monaco. Après 2 matchs gagnés pour chaque équipe, le titre s'est décidé ce soir à l'Adidas Arena. Pour le moment, le match n'est pas terminé. Monaco mène 97-90, il reste 50 secondes. Ça sent bon pour Monaco, c'est pas encore fait. Mais Monaco devrait vraisemblablement être sacré champion de Betclic Elite aujourd'hui. Alors sachant que pourquoi en est-on arrivé à ce match 5 justement des finales, peut-être remonter un tout petit peu dans le temps avec toi, Owen. Effectivement, il y avait eu 2 partout. On avait d'abord les 2 premiers matchs entre ces 2 équipes. Le premier avait été remporté par le Paris Basket. Ensuite, on avait eu Paris évidemment avait gagné le premier match. Monaco l'a ensuite emporté au deuxième avec plus de 12 points d'avance. Paris a ensuite repris l'avantage, 88-77. Et au dernier match, sur le parquet de Monaco, Monaco a réussi à égaliser à 2-2. Là, du coup, c'est le dernier match. Il reste 50 secondes. Monaco, je vous rappelle, mène 98-90. Avec, j'étais en train de regarder justement, puisqu'il me semblait que le score était plutôt à égalité il y a encore quelques minutes de cela, et les Monégasques qui sont en train de remporter le dernier quart-temps 25-9. Hein, donc Paris qui a complètement perdu de son efficacité offensive dans ce dernier quart-temps et qui voit peut-être le titre lui échapper. On rappelle que c'était déjà l'affiche de l'an dernier, il me semble, de la finale de l'an dernier, qui avait été remportée par la Roca Team. Monaco, et en bref aussi, on n'a pas eu l'occasion d'en parler ces dernières semaines, en NBA, on a eu droit aussi à des finales qui ont tourné elles aussi en 5 matchs. Là, je regarde un peu plus Malo, puisqu'on avait pas mal parlé de ces Spurs de San Antonio, mais 5 matchs en NBA, ça veut dire défaite 4-1 des Spurs et des New York Knicks sacrés. Ça fait plus de 50 ans, après 53 ans, le dernier titre des Knicks remonté à 1973. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, un peu de ces finales, comme on en avait parlé dernièrement ensemble? Je te revois encore avec ton maillot de Wembanyama sur le dos. Est-ce que ça t'a fait un peu mal, et en même temps, qu'est-ce que tu analyses dans cette défaite-là? Bah déjà, pour commencer, c'était vraiment des très très belles finales NBA. Je pense qu'on a eu vraiment 4 matchs hyper serrés, même 5 matchs si on peut dire, même si les Knicks ont quand même pris l'avantage dans le 5e. Mais c'est vrai que c'est quand même une énorme déception pour les Spurs, donc moi ça me fait un peu mal quand même, mais c'est vrai que c'est une équipe très jeune qui était entourée, vraiment moyenne d'âge, c'était la 2e plus jeune, et là les Knicks ont fait le taf, ils avaient un collectif bien plus supérieur, et là c'est vrai qu'ils attendaient ça depuis 50 ans, 53 ans je crois, donc là c'est vrai que ça fait plaisir pour eux, et
c'est mérité. C'est mérité, en sachant que, comme tu l'as rappelé, jeunesse de l'équipe des Spurs, on peut les attendre à l'avenir plusieurs fois, revenir en finale peut-être de cette conférence, de ces finales NBA tout court, donc gagner la conférence Ouest. Ils ont le potentiel, sachant que pour le coup, j'avais vu une stat assez effrayante. Sur ces finales NBA, les Spurs, sur les 5 matchs, ont dominé 64, ont été devant au score 74% du temps, contre une vingtaine de pourcents pour les Knicks. C'est complètement fou de perdre la finale de 4-1 finalement. C'est sûr que il manquait pas grand chose, Oui, hein, c'est c'est des peut-être détails. ce que tu dis, justement, cette, Ouais, c'est ça. cet Ce âge, manque d'expérience, en même temps, c'est Fox aussi qui a expérimenté, qui fait les erreurs. Mais c'est vrai qu'on a quand même 2 matchs en tête où ils doivent pas les perdre, où ils sont devant à 1 minute de la fin. C'est vrai que c'est très très frustrant pour les avoir regardés en direct. Mais si je me mets de l'autre côté, on peut coller plutôt les Knicks d'avoir rien lâché pendant tous ces matchs. Mental d'acier. Et c'est quand même très, en tant que, si jamais j'étais fan des Knicks, c'est quand même incroyable de vivre ça, des situations qui paraissent complètement fermées, et à la fin gagner ce titre. New York était en folie, c'est le meilleur fan de NBA, c'était en folie la ville, c'était incroyable. Ça devait être fou. Des belles images. Du coup, New York qui a eu le temps de profiter de la parade des joueurs des Knicks et de maintenant de vibrer avec la Coupe du Monde de football, puisque normalement, j'imagine que quasiment tout le monde est au courant que cette Coupe du Monde de football est en grande partie sur le sol américain. J'essaie de gagner du temps un peu pour toi, Owen, pour avoir le résultat de Paris-Monaco. Ça continue de jouer encore quelques secondes. On va pouvoir avancer avec du cyclisme aussi, Owen, et un certain Tadej qui est déjà à fond avant le Tour de France, si je puis dire. Effectivement, le Tour de Suisse a été marqué par une nouvelle domination du Slovène Tadej Pogačar, vainqueur de 3 des 5 étapes du Tour et du classement général. Il avait donné directement le ton, avec un succès lors de la première étape dans laquelle il est passé seul à l'offensive à 71 km de l'arrivée dès les premières pentes. Il aura plié le général en une étape en mettant 2 minutes à ses rivaux. Il gagnera ensuite le chrono de la 4e étape pour 31 centièmes de seconde devant Mathieu Van Der Poel. Il gagnera également la 5e étape devant un Français, Lenny Martinez. Les Français ont plutôt été bons dans ce Tour de Suisse. Lenny Martinez termine donc à 7 secondes de Pogačar sur la dernière étape. Et il y avait une victoire d'étape, celle de Romain Grégoire, lors de la 2e. Victoire à la suite d'une échappée solitaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Tadej Pogačar, ils sont quand même bien partis pour gagner le Tour de France, hein, quand même. Je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer. Vingegaard a aussi été... À mon avis, encore trop tôt, autour de 21 étapes trop tôt, mais on n'est pas loin, quoi. On n'est vraiment pas à grand chose. Bah après, oui, mais Vingegaard a montré un excellent niveau en Italie. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus l'enterrer de suite. Après, il faut voir à quel point est-ce qu'il aura récupéré. Puis peut-être aussi avec la chaleur. Tadej Pogačar, il n'aime pas du tout la chaleur. Donc il faudra voir est-ce qu'effectivement il y aura des températures qui seront aussi très élevées. Ou peut-être que Vingegaard... Bon, c'est pas très bien, c'est vrai. Hein. J'ai remarqué. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de marques de maillot Pogačar. Gaëtan, toi aussi, tu regardes les cuisses de Pogačar comme moi? Non, pas tant, mais le bronzage cycliste est dans tous les cas pas très séduisant, quoi. Ils ont mis parfois leur maillot, mais surtout le long de la course. Mais je le trouve vachement blanc. C'est vrai, maintenant, tu le dis, Thibaut, c'est vrai que je le trouve vachement blanc. C'est peut-être l'ADN slovène, on sait pas. Mais en tout cas, il a décidé de ne pas rigoler encore cette année. Il est toujours à la recherche de quelques courses marquantes, mais le Tour de France, ça reste son petit déjeuner, quoi, on va dire. Il aime bien venir croquer là-dessus. Et pour le coup, il était au rendez-vous sur ce Tour de Suisse, donc Tour de France à partir du 4 juillet, hein, si j'ai pas de bêtises, jusqu'au 26 juillet. On aura encore de quoi vibrer le mois prochain. Changement complètement de sport. Alors on passe des 60 kilos tout mouillés de Tadej Pogačar au quinto que représente un pack de rugby. On va parler Ovalie, Owen. La finale du top 14 opposera le Stade Toulousain et Montpellier après une démonstration totale du Stade Toulousain en demi-finale du top 14, 71-17 au Stade Vélodrome face au Racing 92. Porté par un immense Antoine Dupont, les hommes d'Hugo Mola ont livré une véritable démonstration offensive. Le capitaine du 15 de France a été omniprésent, distribuant les ballons ou en créant les décalages. En face, le Racing 92 n'a jamais trouvé les solutions. Les Franciliens encaissent ainsi la plus lourde défaite de l'histoire à ce stade de la compétition. Le Stade Toulousain donc affrontera Montpellier. Le Montpellier Euro Rugby s'est défait du Stade Français 25-15 samedi soir au Stade Vélodrome dans une demi-finale bien plus disputée, marquée davantage par l'intensité et le combat que par le spectacle. Les Héroltais ont donc ont su faire preuve de réalisme et de maîtrise pour décrocher leur billet pour le Stade de France. En seconde mi-temps, le Stade Français n'a jamais réussi à trouver la faille et n'a inscrit aucun point. 25-15, Montpellier retrouve la finale du top 14 4 ans après son titre en 2022. Déjà pour ces infos rugby, je m'adresse à vous, évidemment, légère projection avec cette finale, mais avec ce score fleuve de Toulouse, est-ce que c'est déjà un signe couru d'avance que le Stade va vers son titre, ou est-ce que le MHR est capable justement de vite prendre l'ascendant dans ce genre de finale, puisque tout ne se joue que sur un match? On n'est même pas à domicile, on est au Stade de France, pour rappel aussi. C'est vrai que c'est aussi une opposition
on aurait pu aussi en parler dans les immanquables, mais c'est vraiment une opposition de style dans le sens où on a l'équipe effectivement très expérimentée du Stade Toulousain face à l'équipe montpelliéraine qui, elle, porte un petit peu le poids aussi de son histoire et a l'opportunité avec ce titre et ce bouclier de Brennus qui pourrait en inscrire un deuxième dans son palmarès, alors qu'à l'inverse, Toulouse en est à son 24e et peut-être 25e donc dès ce week-end. Donc ça montre déjà le gap d'expérience entre ces deux équipes. Mais c'est vrai que sur un match strict, je me dirais que peut-être Montpellier peut se faire porter un petit peu par la magie du Stade de France. Et espérer en renverser cette équipe toulousaine. Je pense que c'est aussi des matchs extrêmement difficiles à pronostiquer, mais Montpellier en est là, donc je pense qu'ils ont leur chance. De toute façon, ils sont en finale, ils ne sont plus qu'à une marche Tout à fait. du team. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air immense cette marche quand on sait le niveau. Malo, je te vois hocher de la tête. Franchement, c'est impressionnant le niveau affiché par les Toulousains là, en demi-finale. Pour avoir vu ça en direct, c'est incroyable. On avait l'impression de voir la France contre l'Italie il y a quelques années. Enfin, vraiment des scores fleuves qu'elle pouvait se prendre dans toute la nation. Là, c'est vrai qu'en finale, on voit vraiment 2 classes d'écart entre les deux équipes. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise, surtout en finale. Donc, il faudra voir ça attentivement. Mais j'ai peur de revivre un scénario comme Toulouse-Bordeaux, quelques années, je crois, où il y avait eu un score fleuve en finale il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est vrai que ça avait un peu tourné peut-être à une déculottée, sachant que la dernière fois que se sont croisés Toulouse et Montpellier en finale, je crois que c'était 2011, où ça nous ramène à un temps où l'équipe de France de rugby était aussi en finale de Coupe du Monde. C'était pas trop mal, hein, je pense, pour celles et ceux qui suivent depuis plus longtemps que moi, en tout cas, l'Ovalie. Retour avec Owen, puisque les résultats ne sont pas terminés, il y a encore de belles choses devant nous, ça va faire peut-être plaisir à Thibaut. On va parler moto GP, avec un Grand Prix qui a permis à la légende, le champion en titre, de rattraper un peu son retard, si je puis dire. Effectivement, on va commencer par le sprint. Lors du sprint, Francesco Bagnaia s'est adjugé la victoire devant Ai Ogura et Marc Marquez. L'Espagnol poursuit son retour fracassant. Il s'est imposé lors du Grand Prix de République tchèque ce dimanche, signant ainsi une 2e victoire consécutive après son succès en Hongrie. Parti seulement 4e sur la grille, le pilote Ducati a parfaitement géré sa course. Après avoir dépassé son coéquipier Francesco Bagnaia, longtemps leader de l'épreuve, Marquez a pris les commandes à 5 tours de l'arrivée avant de s'envoler vers son 75e succès en MotoGP. Derrière lui, le japonais Ai Ogura réalise l'une des meilleures performances de sa jeune carrière. Parti en pole position, il décroche une superbe 2e place, son premier podium dans la catégorie reine. Bagnaia complète quant à lui le podium après avoir longtemps cru pouvoir viser la victoire. Cette course était également marquée par l'absence du leader du championnat, Marco Bezzecchi, suspendu après un accident survenu la veille lors du sprint, après qu'il ait mis un coup de poing dans le ventre d'un commissaire, une absence dont Marquez a parfaitement profité puisqu'il revient désormais à seulement 40 points de l'Italien au classement général. Johan Zarco était lui aussi absent depuis sa blessure au Grand Prix de Catalogne le 17 mai dernier, son gros crash qui lui a malheureusement valu une rupture des ligaments du genou et le ménisque rompu. En revanche, on est à oublier pour le français Fabio Quartararo, le pilote Yamaha parti à la 13e place, a chuté dès le 2e tour et a dû malheureusement abandonner pour la 2e course consécutive. Ouais, c'est dur déjà ce début de saison 2026 pour Quartararo, notre français, le seul français donc qui était présent sur ce Grand Prix. Pour l'histoire de Bezzecchi, je me tourne vers toi Thibaut qui a dû suivre ça avec un regard peut-être uberlué, que pourquoi Bezzecchi s'en prendre à un commissaire, quelle drôle d'idée aussi de risquer ce genre de sanction, c'est l'adrénaline de la MotoGP. Ouais, puis je pense aussi qu'il y a aussi clairement la pression qui commence vraiment à monter. Après, pour le coup, ce qui peut un petit peu expliquer l'énervement de Bezzecchi, c'est que le commissaire, en voulant relever la moto, a appuyé sur l'accélérateur, sauf que le moteur est monté dans les tours, ce qui a cru que Bezzecchi allait faire flinguer le moteur. Sauf que on le dit, on essaie de le dire le plus gentiment possible, même si on est énervé parce qu'on est tombé, mais on ne le fait pas signifier en mettant des coups de gifle dans les visages. Voilà, donc c'est comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Merci de le répéter. Mais c'est une sanction totalement méritée de la part des commissaires. Et puis après, Marc Marquez, qui est en train de mettre la pression sur tout le monde et qui se relance. Oui, qui est toujours là, hein, de toute façon. Oui. Marc, mais il est capable d'un week-end à l'autre de repartir à la faute, de se recasser un os et de revenir pour faire peur à tout le paddock, entre guillemets, et toute la grille. Merci en tout cas Thibaut pour cette petite analyse et on finira ce tour des résultats. On vous redonnera juste après bien sûr le verdict de cette finale de Coupe de Ligue Championnat de France, de basket, j'y arrivais. Mais un petit mot d'abord avec toi Owen de petite balle jaune avec Wimbledon qui approche.
Belle journée pour le clan français hier, masculin, lors du premier tour des qualifications de Wimbledon. Sur les 11 joueurs français tricolores, simplement engagés hier sur les cours, 6 ont validé leur billet pour le deuxième tour. Parmi les qualifiés, on retrouve Arthur Géa, Kyrian Jacquet, Clément Tabur, Harold Maillot et Luka Pavlovic, tous victorieux en 2-7. De son côté, Hugo Gaston a dû batailler davantage, mené après la première manche face à l'Argentin Lautaro Midon. Le Toulousain a finalement renversé la situation pour s'imposer en 3-7 et poursuivre sa route vers le tableau principal. En revanche, la journée d'hier a été plus compliquée pour Pierre Huguebert, Hugo Grenier, Clément Chidnek et Dan Haddad, éliminés dès leur entrée en lice. Aujourd'hui, on a eu les femmes à Wimbledon avec la victoire d'Océane Dodin face à Laura Pigozzi. On a eu également la victoire d'Harmonie Tan face à Mia Panoshka. Léolia Jean-Jean s'est imposée face à Yu Jaodi. Malheureusement, élimination de Jessica Ponché, qui peut nourrir des regrets malheureusement. Elle s'est fait éliminer après avoir emporté le premier set 6-1 contre la tête de série numéro 11, Polina Kudermetova. Elle a finalement cédé 1-6, 2-6 et 6-3. Merci pour ce tour des résultats avec, du coup, je te laisse le dire ou tu veux que j'annonce Non, je vais le dire, victoire pour le de, basket, ouais. de Monaco, 101 à 92. Monaco donc remporte le titre de Betclic Elite. Et c'est pourtant Paris qui avait fini premier de la saison régulière. Ah oui, c'est vrai. J'avais pronostiqué le Portel, le pif que j'avais eu en début de saison, nos amis portellois qui sont tout simplement qui ont été liquidés, hein, qui aux dernières nouvelles n'est plus un club professionnel et qui va repartir de National 2 avec l'association. Voilà, c'est des petites news aussi qu'il faut aussi savoir de votre région et des clubs de votre région qui sont aussi dans le mal. Voilà, merci. Pardon, oui Gaëtan. Joli pif, ouais, en effet. Ouais, voilà, tu T'as vois. eu le- Ouais. C'est comme j'ai pronostiqué Nickel. Panama champion du monde hein, au football, donc. Mais j'ai du pif moi. C'est encore possible. En fait, quand même. je crois que j'aime tous les trucs en paix. Tu vois. Bref, merci Owen pour les résultats. On va marquer une courte pause ce soir dans le Campus Sport Club, la première musicale de la soirée. On se souvient, on a un mode Coupe du Monde, donc j'ai pensé Coupe du Monde, j'ai pas cherché très très loin. On va se replonger un tout petit peu en 98, mais chanson sur laquelle je suis retombé l'autre jour et je trouve que peu de gens savent ou connaissent, encore moins peut-être vous plus jeunes que vous êtes, et moi j'étais même pas né, donc je parle quand bien même. L'hymne officiel de la France 98. Tout le monde peut penser à des grands hits et des grands tubes. Et moi, ce que je vous propose, c'est Axel Red, Youssou N'Dour. C'était la cour des grands. C'était l'hymne officiel de France 98. On s'écoute ça quelques minutes, hein, évidemment, et on revient pour parler sport. La cour des grands, voilà, qui était à l'instant en direct sur Radio Campus Lille dans le CSC, une chanson d'Axel Red de Youssou N'Dour. Enfin, un peu abrupte quand même de cette chanson, dis donc. On est de retour pour parler de sport, tout simplement, jusque minuit pétante pour cette émission du CSC saison 5. On est à 31, c'est bon, on commence à arriver vraiment, vraiment sur des gros chiffres. Et on va pouvoir aborder la suite donc, de cette émission après les résultats, traditionnels résultats pour lancer l'heure. On va pouvoir aborder les news tout de suite après ce jingle. Que s'est-il passé autour de la planète sport? Retour sur l'actu dans les news de la semaine. Des news avec toi, Malo, qui a pu voir un peu ce qui s'est passé. Et on va démarrer cette chronique avec une triste nouvelle côté football qu'on a appris en début de soirée, justement, qui a été partagée par la Fédération française de football. Ouais, c'est ça. Ginette Deschamps, la mère du sélectionneur des Bleus, est décédée en début de soirée. L'équipe de France est encore sous le choc et adresse tout son soutien à Didier Deschamps, qui rentrera en France dès demain pour les obsèques. Il manquera donc plusieurs séances d'entraînement ainsi que le match contre la Norvège, un intérim qui sera donc assuré par Guy Stéphane. On souhaite du courage à Deschamps et on espère que cette mauvaise nouvelle ne viendra pas entamer la belle dynamique des Bleus. Plusieurs infos sur la Ligue 1 maintenant, on se dirige du côté de Lyon. La femme d'affaires Michel Kang, présidente de l'Olympique Lyonnais, va devenir actionnaire principal du club jourdainien en rachetant les dettes d'Eagle Football et en acquérant 87,8% du groupe propriétaire de l'OL. Elle a trouvé un accord avec Ares, le principal créancier de l'ancien groupe de Lyon Textor. Cet investissement va de pair avec la réinjection de 71 millions d'euros dans le groupe. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais car cet argent servira au recrutement en vue de campagne européenne. En parlant des budgets de Ligue 1, plusieurs clubs étaient en attente de jugement concernant leur activité financière. En début de soirée, la commission des contrôles des clubs professionnels a annoncé dans un communiqué que la masse salariale de l'AS Monaco sera encadrée. L'Olympique de Marseille est de son côté en sursis dans l'attente d'éléments complémentaires demandés au club. L'instance indique également qu'aucune mesure n'a été prise à l'égard de l'OGC Nice, de Strasbourg et de l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 2. Le rachat de l'Olympique Lyonnais par Michel Kang retarde l'échéance pour le club jourdainien. Ouais, pour l'instant, c'est l'OL qui s'en sort le mieux entre ces gros clubs. On n'a pas trop entendu parler de Lille et Lens. C'est plutôt tant mieux. D'ailleurs, pour la situation, on parle des clubs, bien sûr, qui sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. L'OL qui va jouer un barrage. Cette situation avec Michel Kang, rapidement, je ne sais pas si vous aviez un avis là-dessus, mais
le club s'assainit aussi en se détachant encore plus de John Textor et de l'image d'Eagle. J'ai l'impression, est-ce que c'est de bon augure aussi pour cet Olympique Lyonnais-là et revenir sur le grand devant de la scène française? Ouais, ça avait été justement, il y a eu l'affaire des transferts un peu fantômes avec Botafogo, il me semble. Au moins, ça permet vraiment d'assainir le club. Il y a eu un bon travail qui a été fait cette année. Donc, je pense que le fait que Michel Kang prenne la main et que finalement soit quelqu'un qui ait été au club avant de reprendre la main, je pense que c'est beaucoup plus un avantage. Là où Textor, il est arrivé au club sans forcément avoir de pied, il est venu directement en disant je prends tout et ça n'a pas marché. Avec ses gros sabots de Texan qui a de l'argent et qui a pas l'air de trop être dans l'ADN du football et encore moins d'un club historique comme l'Olympique Lyonnais qui sortait de 30 et quelques années de présidence avec Jean-Michel Aulas. Donc c'était pas aussi facile. Et pour ce qui est de la situation de l'OM, c'est assez inquiétant. J'en parle, mais est-ce que pour vous, c'est aussi dommageable pour l'image du football français, ce genre de situation, sachant que Monaco aurait pu être dans une mauvaise situation, ça ferait beaucoup quand même. Lyon, Monaco, Marseille, ça commence à être des noms ronflants. Dommageable pour la suite parce que on sera toujours en attente l'année prochaine d'un possible rééquilibrage financier. C'est surtout sur l'année prochaine et sur les prochaines années avant de voir la sanction s'appliquer, il me semble. C'est en tout cas ce qui a été annoncé. C'est du sursis finalement cette situation, mais c'est jamais agréable aussi. Non, c'est jamais agréable et en plus, je trouve qu'il y a aussi là pour précisément parler du management marseillais, je trouve en tout cas des incompréhensions sur les nouvelles recrues qui ont été faites dans l'administration. Je pense notamment à Stéphane Richard qui est président du club, qui a, je trouve, aucune plus-value ni légitimité sportive. Il me semble qu'il était juste seulement président du port de sûreté de Marseille, donc réellement aucun apport footballistique. On sait pas, en tout cas, si c'est au président vraiment de l'amener, c'est plutôt au directeur sportif. En tout cas, on fait bien la dichotomie, la distinction dans les clubs de foot. Mais je trouve que ça montre tout de même que à Marseille, il y a cette difficulté à la fois financière, on en parle, mais aussi sur les nouvelles recrues, en tout cas notamment la succession de Longoria ou Benassia. Un gros turnover humain justement ces dernières années au niveau de la direction. Mais nécessaire. Je dirais nécessaire. Je sais pas si en tout cas il a été fait dans les bonnes conditions et de la bonne manière, mais il était nécessaire au vu des performances et du rapport qu'entretenait le dernier duo directeur sportif et président en tout cas. C'est vrai. En tout cas, on va voir un peu comment va se porter ce football français, et notamment à la rentrée, où ça deviendra, où les choses intéressantes vont reprendre. La Ligue 1 reprend à partir de fin août, et la Ligue des Champions arrivera très vite, début septembre, avec des tours de barrage de coups de qualification pour l'OL. On n'oublie pas, 4e du dernier exercice de Ligue 1, qui auront lieu aussi courant août. On passe au basket avec toi, Malo. Maintenant, une info NBA, ça tombe bien, tombée ce matin, et pas des moindres. Le double MVP Giannis Antetokounmpo est tradé au Miami Heat. Le joueur grec évoluait aux Milwaukee Bucks depuis la draft 2013 et avait notamment mené son équipe au titre en 2021. Son départ était annoncé depuis plusieurs mois, car le joueur faisait part en conférence de presse de ses envies d'ailleurs. Parmi les prétendants, c'est donc le Heat qui s'est offert ses services, au terme d'un échange incluant Tyler Hero, James Jacques Jr., Kelly Ware et plusieurs pics de draft. C'est le premier gros transfert de l'été qui devrait être agité, avec notamment des interrogations autour de LeBron James, De'Aaron Fox ou encore Jaylen Brown. C'est justement une autre star qui a fait parler d'elle cette nuit. Le meneur de Washington, Trae Young, a prolongé aux Wizards pour 4 ans et 212 millions de dollars. Son association avec Alex Sarr, Anthony Davis et potentiellement AJ Dibrança sera surveillée la saison prochaine. Ouais, c'est les deux premiers gros coups de canon de ce début de mercato NBA qui ne fait que démarrer comme tu le soulignais, et la saison, on rappelle, elle reprendra fin octobre, donc il y aura encore peut-être de belles choses à apprendre et savoir si le King LeBron James, comme tu le soulignes, qui est quand même sur 41 balais, il me semble, va encore rempiler une saison de plus, ce grand fou. On passe maintenant au tennis avec une news qui va faire plaisir à beaucoup de fans certainement, d'une légende américaine du milieu. C'est ça, la légende Serena Williams fait son comeback sur le circuit. Après un retour en double il y a 2 semaines, l'américaine de 44 ans a bénéficié d'une invitation des organisateurs pour prendre part au tournoi de Wimbledon en simple à partir de la semaine prochaine. C'est une nouvelle inattendue qui peut susciter des interrogations, car Serena avait mis fin à sa carrière en 2022 à l'issue de l'US Open, mais elle justifie cette décision par une envie de retrouver la compétition, ce qui prouve qu'elle est toujours passionnée et qu'elle a encore faim de victoire malgré ses 23 titres du Grand Chelem en simple. En parlant de Wimbledon, la Tchèque Markéta Vondrousova, vainqueur du tournoi en 2023, a été suspendue 4 ans par la Fédération internationale de tennis. Cette sanction intervient après qu'elle ait refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre 2025. Cette décision pose des questions sur la suite de sa carrière, sachant qu'elle n'a que 26 ans et qu'elle ne parvenait pas, depuis quelque temps, à retrouver sa forme de 2023. Elle a communiqué sur ses réseaux sociaux à propos de cette sanction.
en assurant n'avoir jamais pris de produits dopants et en plaidant une incompréhension entre la contrôleuse et elle au moment des faits. Une époque où elle était encore en proie à une situation de détresse et des problèmes de santé mentale, écrit-elle. Elle a déjà reçu le soutien de nombreuses joueuses comme Coco Gauff, Ons Jabeur et Carolina Muchova. Toujours en tennis, dans des nouvelles plus réjouissantes, c'est le retour d'Hugo Humbert à la 27e place du classement ATP, après un beau parcours au tournoi du Queens, qui l'a mené jusqu'en demi-finale. Il redevient le numéro 2 français derrière Arthur Fils et avance plein de confiance avant Wimbledon. Chez les femmes, Diane Paris a également connu une belle progression suite à son 8e de finale à Roland-Garros. La numéro 1 française se hisse à la 47e place du classement WTA, son meilleur classement en carrière, et arrive pleine d'ambition à Wimbledon. Ouais, en espérant que ça puisse lui sourire. Diane Paris, 8e de finaliste donc des derniers internationaux de France. Serena Williams, quand même, un petit mot là-dessus. Je sais pas du tout si ça vous fait quelque chose ou pas, ce genre de nouvelles. Je sais pas si Owen, par exemple... Bah moi, je trouve que c'était bien comme elle est partie. En fait, ce serait peut-être un petit peu... Voilà, ce serait un petit peu comme si une légende du football revenait maintenant. Pour moi, oui, je pense qu'elle a encore l'âge pour jouer. Elle n'est pas non plus très âgée, mais je trouve que partir comme elle était partie, c'était très bien à mes yeux. Pour rappel, 44 ans, hein, c'est ça, Malo. C'est ça. Dans le monde du sport, ça commence à faire c'est quand même très âgé. Mais il me semble qu'elle avait déjà, entre guillemets, été dans l'optique de refaire un retour. Oui. Ça avait été le cas l'année dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle voulait déjà. Comment ? Elle voulait déjà revenir, effectivement. Ouais, voilà. Et elle avait performé sur un tournoi, ou en tout cas participé, fait acte de présence. Parce que moi, j'ai peut-être un petit peu de mal aussi avec ces retours. Est-ce que c'est un retour réellement avec la volonté de performer Sportif. Ou sinon, ouais, voilà. Ou sinon, juste une tournée d'adieu. Est-ce que c'est un coup marketing de Wimbledon aussi, Ouais. hein. Ouais, On peut se poser la question. Wimbledon a, pour rappel, comme tous les autres tournois du Grand Chelem, a le droit à 8 wildcards, 8 invitations C'est ça. directement pour le tableau principal, et elle en a aussi d'autres pour les qualifications. On peut inviter aussi des joueurs très très mal classés en qualification. Et là, elle a attendu, l'organisation a attendu à vraiment le dernier moment avant d'annoncer que dans ses dernières invitations, elle en donnait une finalement à Serena Williams, sachant qu'il était déjà pressenti que Serena Williams soit invitée en double avec Venus Williams pour constituer la paire, etc. Sachant que Serena a repris, tu l'as dit, avec la Canadienne Boko très récemment. Et du coup aussi, pour le coup, ça crée une nouvelle petite attraction peut-être sur le circuit féminin où même toutes les jeunes joueuses rêvent ne serait-ce que de faire des doubles avec Serena Williams. Ouais. Coco Gauff a pris la parole Parce que là-dessus. En effet, si dans le cadre d'une wildcard, c'est vrai que là, il y a ce truc un petit peu de tournée d'adieu où Ouais. on va saluer l'athlète qui a, il me semble, presque plus d'une vingtaine de grands chelems, voire. Là, 23 et 39 23. en cumulant le double. Elle a C'est tout colossal, gagné. c'est colossal. Elle était en finale de tous les grands chelems en double mixte et en simple. Tout à fait. Donc ça ressemble un petit peu à sur Roland-Garros qu'on a vu cette année avec mon fils où ça a été le cas de Wawrinka avec des wildcards qui ont été offertes pour justement cette tournée d'adieu. Et je pense que ce sera l'occasion de lui rendre hommage sur ce tournoi mythique pour elle et sa carrière. C'est vrai, ok. On va voir tout ça en tout cas, à moins qu'elle ne gagne quelques tours. Hein, la surprise générale a l'air Possible. plus ou moins en forme. Et Vénus aussi, qui est jamais très loin dans les parages de sa sœur aînée. On termine ces news, Malo, avec du cyclisme, puisque le Tour de France, comme on l'avait redit avec Pogacar, approche à grands pas et il se passe des petites choses avant ça. La composition des équipes qui participeront à cette édition arrive aujourd'hui. La Visma Lease the Bike annonçait cet après-midi ses 8 coureurs, avec l'absence de Wout van Aert blessé au coude, mais la présence tout de même de Matteo Jorgensen et Sepp Kuss pour entourer Jonas Vingegaard. À noter également la présence du français Bruno Armirail. Côté Décathlon CMA-CGM, il faudra attendre un peu pour connaître les hommes qui entoureront Paul Sexas, car l'équipe française a repoussé son annonce initialement prévue demain. Les autres équipes devaient annoncer leurs représentants prochainement, mais avant le Tour, place championnat de France ce week-end, et on a appris il y a quelques jours le forfait de Julien Lafilippe pour cette édition. L'ancien porteur du maillot jaune inquiète, même si la raison de ce forfait reste inconnue. Sa participation à la grande boucle est sérieusement menacée, même s'il dit avoir préféré faire forfait pour se préparer au mieux à cette échéance. Ouais, à voir s'il faut vraiment s'inquiéter. On va attendre quand même jusqu'à début juillet peut-être et l'annonce des championnats de France qui se passeront à Tour-le-Pin, je crois, du côté de l'Isère. Ça sera sympa en tout cas pour nos Isérois. Merci Malo pour ce petit tour de l'actualité. On prend quelques minutes parce que mine de rien le temps défile encore très vite ce soir. Peut-être la chaleur qui nous fait aussi tourner vite. On va prendre quelques minutes, sachant qu'on a encore des chroniques sympas derrière à parler Coupe du Monde. On va faire un bref bilan, quelque chose de très simple et donné. La Coupe du Monde ça a démarré depuis le 11 juin dernier. Il s'est déjà passé pas mal de matchs. On va arriver cette nuit la 46e qui était en cours,
47-48 dans la nuit déjà, sur 104 matchs, donc c'est encore long, cette histoire. Qu'est-ce que vous retenez pour l'instant de ce mondial, un peu inédit aussi, donc sur 3 pays, Mexique, Canada, États-Unis, que ce soit de la prestation de certaines équipes, des joueurs, des petites sélections, ou côté organisation, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, spectateurs de cette Coupe du Monde jusqu'à présent? Moi, je pense déjà on peut se réjouir qu'il y a des petites équipes qui sont pas venues là pour faire de la figuration. Je pense à Curaçao et le Cap-Vert qui montrent quand même des belles choses. Alors oui, bien sûr, Curaçao peut remercier Eloy Room d'avoir fait 15 arrêts face à l'Équateur, mais bon, s'il a fait 15 arrêts, c'est peut-être que l'Équateur n'a pas été assez tranchant face à lui. Je pense notamment au 1 contre 1 entre Ener Valencia et Eloy Room dès la 40e seconde, je crois, et c'est Eloy Room qui l'arrête. Je pense aussi au Cap-Vert, qui était pas trop loin de l'exploit de battre l'Uruguay, qui a en plus accroché l'Espagne pour son premier match. Donc c'est vrai qu'on va peut-être voir le Cap-Vert finir peut-être deuxième de son groupe finalement. Oui, donc il reste cool. un match, ça peut être fou. Owen, qu'est-ce que tu retiens toi pour l'instant? Moi, je retiens plus l'ambiance, que je trouve qu'on a une très bonne ambiance. J'avais un peu peur, en fait, finalement, d'avoir que l'ambiance aux États-Unis. Et finalement, au Mexique, j'ai trouvé que l'ambiance était magnifique. J'ai trouvé également qu'au Canada, elle était belle. Moi, je trouve que je suis assez, en tout cas, content. Moi, j'ai regardé tous les matchs. J'en ai pas loupé un seul, à part celui-ci entre l'Angleterre et le Ghana. Donc, je peux donner un avis. Ma faute, excuse-moi. Du coup, je t'ai Donc voilà, je enlevé trouve ça. même qu'au niveau du niveau de jeu, moi, je suis pour les pauses fraîcheurs personnellement. Ça, c'est mon avis. Donc, je trouve Ok. que c'est une bonne, C'est une bonne take. je trouve que c'est une bonne chose. Également pour arrêter les matchs quand il y a de l'orage, comme il y a eu hier pour France-Irak. C'est les unes populaires, mais moi, je suis plutôt d'accord. Je trouve que c'est bien. L'arbitrage également, j'aime bien le fait d'animer le jeu. On a un arbitrage beaucoup plus entre guillemets laxiste, mais un peu à l'anglaise, comme on dit. On aime bien laisser jouer. Les duels ont l'air plus durs, plus violents, mais la plupart des arbitres ne sifflent pas les fautes. Et on voit aussi avec cette nouvelle règle mise en place, quand un joueur reste trop longtemps au sol et qu'il est même à demander des soins, il risque d'être mis sur le bord du terrain 1 minute avant de revenir dans l'aire de jeu. Et ça, la plupart des coéquipiers aussi disent non, fais pas le rigolo, viens défendre aussi, on va se prendre un but derrière. C'est pas trop mal ça. On a eu plusieurs nouvelles règles, excuse-moi je t'ai coupé, je te laisse parler. Non, vas-y, je t'en prie. Qui sont quand même pas mal dans cette Coupe du Monde. On a, je pense aussi, par exemple, aux touches. Si tu mets trop de temps à faire une touche, la balle vient à l'équipe adverse. Plein d'innovations comme ça qui améliorent le jeu et qui améliorent la fluidité du jeu. Et franchement, je pense qu'on peut souligner ça dans cette Coupe du Monde, même s'il y a beaucoup de choses à dire concernant l'organisation. Je te laisse parler, Gaëtan. Non, mais c'était pour... c'est vrai qu'en global, l'arbitrage, c'est aussi sur ça que je voulais revenir. Il y a aussi la règle des 10 secondes pour sortir. On avait vu une règle qui a été appliquée sur les sorties de but et donc le dégagement du gardien qui met trop de temps et corner, donc attribué à l'équipe adverse. Oui, on a eu ça avec Placide, d'ailleurs, Johnny Placide, Haïti. Ouais, tout à fait. Donc, passé par le Nord. Et donc j'ai l'impression, en tout cas on avait toujours tendance dans le passé, et on le fait encore aujourd'hui, à comparer l'arbitrage entre un sport plutôt modeste, mais où l'arbitrage est un exemple, entre guillemets le rugby, où là c'est vrai qu'avec cette Coupe du Monde, quelques erreurs sur certains matchs, on comprend pas tellement, notamment sur le premier match de l'équipe de France, si on prend France-Sénégal, le non-penalty, le penalty qui n'a pas été sifflé. Mais pour autant, on se rapproche vers un arbitrage de plus en plus strict où plus trop de place à la contestation. Enfin, il y en aura toujours, mais aussi plus dur sur les cartons qui sont sortis. Et en effet, on tend vers un jeu qui est beaucoup moins haché, un jeu un peu à l'anglaise. Donc c'est à la fois un plaisir pour ceux qui le regardent et j'imagine aussi un plaisir pour ceux qui le jouent, qui sera moins propice en effet à ce gain de temps. Qui est un petit peu la tradition pour les Argentins en phase finale. Même si pour le coup, tu parles des acteurs du terrain, ceux qui jouent, j'ai pas l'impression que la pause fraîcheur ait ravi grand monde, en tout cas Owen, du côté des acteurs. Ouais, moi j'aime beaucoup en fait, c'est là qu'on voit que l'entraîneur a véritablement un impact en fait. Que finalement les entraîneurs, j'avais entendu dans une conférence de presse, un entraîneur, je sais plus lequel, qui disait que finalement, à partir du moment où le match commence, on n'a plus trop d'impact. Parce qu'il y a trop de bruit, etc. Et moi, je trouve justement, on l'a vu plusieurs fois, pendant la pause fraîcheur, des équipes qui, en fait, ensuite, n'y arrivaient plus, ou des équipes qui, ensuite, arrivaient à mieux jouer. Moi, je pense qu'il y a une corrélation, en fait, avec le fait que l'entraîneur a dû donner des consignes, etc., afin de, sur 25 minutes, on fait également des temps morts au basket, et ça sert. Je pense que c'est bien dans le foot. 3 minutes, c'est peut-être un peu long, mais moi, personnellement, pour ma part, j'aime bien. Et j'ai bien aimé aussi le fait que les stars soient présents. Mbappé, Ronaldo, Messi. Ça, c'est un des points forts de ce mondial, c'est que pour l'impression, les grandes stars sont au rendez-vous. Oui. Grandes stars offensives, bien sûr, mais toutes celles de l'ombre, même Adayo Upamecano pour l'équipe de France a fait 2 matchs très très sérieux. On a vu d'autres équipes vraiment ne pas plier. On a vu des Équatoriens se battre
comme des fous. Je veux dire, pour l'instant, a priori, il y a aussi du beau monde, déjà un énorme casting, et du coup, ces équipes-là répondent. Quel est pour vous, pour l'instant, je fais un petit pas de côté aussi, la belle surprise ou le gros fail pour l'instant de ce début de phase de groupe? On n'est que 2 journées, il peut encore y avoir des surprises. 8 des 12 troisièmes sont qualifiés, donc quand même, il y a pas mal de chances encore de poursuivre l'aventure, mais... Je dirais peut-être la Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment, je trouve que la Côte d'Ivoire symbolise aussi un petit peu l'ambition et peut-être la montée en puissance de toutes ces équipes africaines, que beaucoup aussi regardaient d'un œil assez critique sur l'ensemble des CAN et de ces éditions-là. Et donc la Côte d'Ivoire, à l'image d'autres équipes africaines, on peut citer le Maroc aussi, sont ces équipes qui proposent un jeu super plaisant à regarder. En tout cas, on peut même avant cette Coupe du Monde, le match amical qui a opposé avec la France, mais aussi contre l'Allemagne. J'ai trouvé la Côte d'Ivoire sur la première mi-temps et même à l'heure de jeu, en maîtrise totale du match. Et donc je trouve que comme l'ensemble de ces nations, alors si on parle des équipes africaines, il y a en effet pas mal de points noirs, si on cite notamment les Nord-Afrique, Maghreb, Tunisie et Turquie. Mais en tout cas sur la Côte d'Ivoire et d'autres équipes aussi avec le Maroc, je trouvais que c'était plutôt une assez bonne surprise. Thibaut, t'as une petite équipe, une belle surprise, un gros fail? Un gros fail pour moi, pour l'instant, c'est la Belgique. Ouais. Il y a eu un match nul au premier match contre la Nouvelle-Zélande. Pareil contre l'Iran, et contre l'Iran contre l'Égypte, puis un nul contre l'Iran. Non, c'est compliqué. Il parlait de naïveté, les commentateurs, et je pense que c'est le bon mot. On a l'impression que c'est une équipe qui a du talent, qui peut jouer beaucoup mieux, mais il manque ce petit truc qui fait qu'elle va marquer le premier but ou qu'elle va prendre l'avantage durablement. Face à l'Iran a eu plusieurs occasions où ils étaient proches de marquer. Et en plus, il y a eu la grosse erreur de Nathan Ngoy, donc défenseur lillois, qui souvent fait une passe en retrait et ne l'appuie quasiment pas. Donc pour moi, pour l'instant, la Belgique, je suis extrêmement déçu. Donc là, ils auront un match pour se sauver face à la Nouvelle-Zélande, mais bon, c'est quand même très très poussif. Très poussif. Et en très très bref, Malo, Owen, avant de passer à la pause musicale. J'allais parler aussi de la Belgique, c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir vraiment performer dans les Coupes du Monde. Là, ils ont pris 2 points en 2 matchs, il leur reste un match pour se sauver, on fait confiance aux Belges pour se sauver, mais c'est vrai que c'est un début compliqué pour les Belges. Ouais, et moi, pour finir très rapidement, l'Argentine, championne du monde, 2 sur 2. J'ai rien d'autre à dire. Messi 2 sur 2. 0 but encaissé. Oui, Messi 2 aussi. sur 2. 5 buts sur les 5 de l'Argentine. Effectivement, mais même au niveau du jeu, moi je trouve que c'est plutôt pas mal à voir contre une équipe top niveau. À voir aussi sans la Messi dépendance peut-être aussi, même si on peut parler de Mbappé dépendance pour l'instant, de l'équipe de France aussi, tout passe par lui. Voilà, petite pause maintenant qui s'annonce dans le Campus Sport Club. Il est 23h46, vous êtes bien en direct sur Radio Campus Lille. On est toujours dans cette thématique musicale de France 98. J'ai mis la cour des grands, l'hymne officiel. On va mettre la chanson de l'époque, c'était Ricky Martin, retour en 98 avec La Copa de la Vida, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de cette émission du Campus Sport Club. Ricky Martin, ça fait toujours vibrer, ça fait toujours plaisir, là, même le mardi soir à 23h50, là vous êtes de retour en direct avec nous, sur Radio Campus 106,6. On est en train de poursuivre et finir cette émission du Campus Sport Club, la 31e de cette saison 5, l'ADER, on s'en rapproche tout simplement, et cette émission qui sera diffusée en replay bien sûr sur YouTube, Spotify, Deezer et sur campuslille.com dès minuit, une pétante disponible sur notre site. On va attaquer la suite de cette émission, la fin de cette émission, surtout avec Thibaut qui nous propose un petit retour dans le temps, une fois n'est pas coutume. Moi je nous ramène à 98, il a décidé de remonter à bien plus loin avant ces immanquables. Petit rendez-vous histoire donc avec toi, avec une saison, retour sur une saison mythique du sport automobile, et ça tombe bien puisque ça fait la connexion avec aujourd'hui. Oui, la Formule 1 pose ses valises en Autriche ce week-end pour le 8e Grand Prix de la saison 2026. Alors, 2 noms viennent vite en tête quand on associe ce pays à la catégorie reine, Red Bull et Niki Lauda. Le premier est connu pour ses boissons énergisantes et pour sa domination de la catégorie entre 2010 et 2013 avec Vettel, puis de 2021 à 2024 avec Max Verstappen. Pourtant, Red Bull est loin d'éclipser le nom mythique de Niki Lauda, triple champion du monde en 1975, 1977 et 1984. On le retient surtout pour la légendaire saison 1976 qu'il a vu s'opposer à James Hunt. Ce soir, plongeons-nous 50 ans auparavant dans l'un des plus beaux duels que nous ait offert la F1. En 1976, Niki Lauda est candidat à sa propre succession avec Ferrari pour une 2e couronne mondiale. James Hunt, de son côté, entame alors sa 3e année en Formule 1, alors qu'il était tout proche de quitter la discipline à cause de la fermeture de Esquette, sa précédente écurie.
Avant même de s'opposer dans cette saison folle, les deux pilotes sont des alter ego. Lauda, c'est un travailleur, il est froid, il est calculateur, il est exigeant avec lui-même pour ne viser que la victoire. Il ressort d'un premier titre mondial avec près de 20 points d'avance, ce qui est énorme pour les barèmes de l'époque, où une victoire c'était seulement 9 points. Ouais, aujourd'hui c'est 25 points, donc on voit le gap. Ouais. Alors que Hunt, lui, c'est beaucoup plus une rockstar de la Formule 1. Le Britannique vit dans l'excès, notamment l'alcool et le sexe. Il vient pourtant de récupérer une place chez McLaren grâce au départ imprévu d'Emerson Fittipaldi et il a tout approuvé. Alors, en 1976, ça commence sur les chapeaux de roue pour Niki Lauda qui s'impose sur 4 des 8 premiers Grands Prix. Et il monte 7 fois sur le podium et ne connaît qu'un abandon en France. Pour Jameson, ce début de saison est médiocre, voire catastrophique. Il abandonne une course sur 2 pour seulement 2 victoires en 3 podiums. La deuxième moitié de saison se passe mieux pour Jameson qui remporte la course en Grande-Bretagne. Pour lui, cette victoire représentait 9 points, 20 000 $ et beaucoup de bonheur. Mais ce triomphe à domicile sera invalidé par la FIA 3 mois plus tard après un appel de Ferrari. Jameson est disqualifié et perd donc 9 points alors que Lauda en récupère 3 puisqu'il est promu de la deuxième à la première place. Alors du coup, à la mi-saison et à la moitié de ces 16 Grands Prix disputés, Lauda survole ce championnat, mais la saison, a priori, est loin d'être finie puisque le 1er août vient tout chamboler pour l'Autrichien. Et oui, au Nürburgring, l'ambiance est tendue à cause de la météo pluvieuse. Le tracé utilisé, c'est celui du Nordschleife, donc le grand mythe de 20,8 km, qui donc avec une sécurité réduite et surtout des conditions météorologiques dantesques. Un vote est prévu et les acteurs du championnat choisissent à une voix près de disputer l'épreuve contre l'avis de Niki Lauda. La séance de qualification est déplacée au vendredi au lieu du samedi puisque le circuit était impraticable. Jameson signe la pole position devant Niki Lauda. Dimanche, le Grand Prix dramatique. Après un départ sous la pluie, la piste sèche et Niki Lauda chausse des pneus lisses comme la plupart des pilotes. Il se lance dans une course-poursuite pour revenir sur le leader, James Hunt. Et là, dès le deuxième tour, dans la courbe rapide à gauche de Bergwerk, la Ferrari se dérobe et s'explose contre le rail de sécurité. Pire, elle prend feu et est percutée par 2 pilotes après avoir rebondi. 4 pilotes, dont les 2 accidentés, se précipitent sur l'Autrichien, prisonnier des flammes à cause de sa carlingue qui le retenait. Pendant 55 secondes, Niki Lauda est bloqué dans un brasier et a même perdu son casque. Il respire des gaz nocifs pour ses poumons qui s'abîment, son visage est brûlé et il est en grande difficulté pour respirer. Son état est tellement grave qu'on appelle un prêtre pour lui faire les derniers sacrements à l'hôpital. Ouais, c'est vraiment la merde. On pensait que c'était fini. Mais finalement, l'Autrichien va s'en sortir miraculeusement et mais il reste quand même sérieusement blessé au visage avec une trace de brûlure qui restera sur son visage toute sa vie. Le leader du championnat est sur la touche pendant plusieurs semaines et c'est Jameson qui va en profiter en remportant 2 grands prix. Il reprend un total de 21 points à Lauda. L'écart est alors de 2 points à la faveur de l'Autrichien. À Monza, la stupeur va envahir le paddock lorsque Niki Lauda se présente au Grand Prix d'Italie. À peine 6 semaines après son accident qui a failli lui coûter la vie, le champion de titre est de retour pour défendre sa couronne face à un pressant James Hunt. Le pari est gagnant pour le leader du championnat, qui reprend 3 points grâce à l'abandon de son rival. L'Autrichien avouera qu'il ne voyait pas grand chose durant la course. Résultat, après l'Italie, 61-56 pour Lauda. Jusqu'à la fin de saison, Niki Lauda tente de résister à un James Hunt qui enchaîne les victoires. Avant le dernier Grand Prix au Japon, l'écart est de 3 points grâce à l'annonce de la disqualification donc de Hunt au Royaume-Uni qui survient à ce moment-là, en octobre. Sur le circuit Fuji, les pilotes de la saison 1976 s'annoncent complètement dingues. Les deux protagonistes avancent confiants avant l'ultime bataille. Écoutez ce qu'il confiait au micro des journalistes à l'époque. Niki Lauda d'abord, James Hunt après. Plusieurs grands prix. James aussi, et nous sommes plus ou moins à égalité. J'ai bon espoir, je pense que demain, je serai champion du monde. Nous avons eu quelques courses formidables, mais malheureusement, il y a eu des interventions extérieures complètement étrangères à la course. Mais je ne pense pas trop à cela, je suis ici pour courir, et à présent, seule la course me préoccupe. Je crois sincèrement que je peux enlever le titre. Le dimanche, la pluie s'abat sur le circuit. Jameson part 2e, Niki Lauda 3e, mais la météo va faire remonter des souvenirs dramatiques pour l'Autrichien. Il prend le départ et se retire dès le 2e tour. Il dira dans la foulée que ma vie vaut plus qu'un titre. James Hunt a alors le champ libre. Il a seulement besoin de finir 4e pour être champion du monde. Et là, la course est parfaite pour lui. Il mène la danse et vole vers son premier titre mondial, mais le Britannique a un problème de pneus et doit passer au stand pour les changer. Il ressort 5e et doit déplacer Clay Regazzoni, coéquipier de Lauda, ou Alan Jones pour être titré. Il fait encore mieux et dépasse les 2 pilotes pour prendre la 3e place et être sacré champion du monde de Formule 1. 50 ans après son titre et malgré sa mort précoce en 1993, James Hunt est un nom qui fait encore écho au monde lissé de la Formule 1 moderne. Surtout, l'âme de son sacre, c'est ce combat avec Niki Lauda qui a gagné une âme de champion, car comme le disait Mika Hakkinen, double champion du monde en 98 et 99, pour être un grand champion, il faut être un grand perdant.
Ouais, merci pour ce retour en arrière. Il y a un demi-siècle maintenant, donc ce sacre de James Hunt, mais presque supplanté par la légende Niki Lauda. Peut-être que vous avez vu ces images, peut-être que nos auditeurs ont déjà vu passer ces images, et le visage tout simplement de Niki Lauda brûlé à plusieurs degrés, et qui a réussi en plus du coup à être champion du monde l'année suivante, en 77, avant de livrer bataille avec Alain Prost, son équipier en 84, et d'être sacré pour la 3e fois, si je me trompe pas. En plus, j'ai bien révisé. Oui, et en plus, il est sacré grâce au règlement qui faisait qu'on prenait que les meilleurs résultats sur un Grand Prix. Oui, il avait pu profiter de ça, ouais, effectivement. Sur une saison, on pouvait enlever 2 mauvais résultats, voilà, donc c'est à ce jeu-là qu'il avait été champion du monde. C'est un peu fou. Oui. Voilà. C'est que des histoires folles avec Niki Lauda. C'est ça qui est assez intéressant. Et ça en fait un personnage emblématique de ce sport. Merci beaucoup Thibaut. On va pouvoir attaquer tranquillement la fin de cette émission. On va un peu déborder sur minuit. On va prendre le temps avec Gaëtan. Tout de suite, pour finir cette émission et ce Campus Sport Club, les immanquables. Pas au courant du programme sportif de la fin de semaine, on vous résume tout dans le Campus Sport Club. Des immanquables, évidemment, qui sonnent bien le football avec toi, Gaëtan, pour commencer. La Coupe du Monde en Amérique du Nord est loin d'avoir dit son dernier mot, hein. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Quelques nations sont déjà qualifiées pour le coup, mais on a encore droit à une fin de semaine bien chargée. 26 rencontres en seulement 5 jours pour conclure la phase de groupe avant le début des 16e de finale. Alors pas de migraine, pas de liste interminable, on vous a préparé une sélection de 4 matchs. À ne surtout pas manquer, une sélection pour les couches tard, mais aussi pour les couches tôt. Et on démarre justement avec celles et ceux qui n'ont pas peur de sacrifier quelques heures de sommeil. Écosse-Brésil dans la nuit de mercredi à jeudi à minuit. L'affiche vaut déjà le détour, mais elle pourrait surtout marquer le grand retour de Neymar, blessé depuis le début du tournoi. Le meilleur buteur de la Seleção devrait enfin disputer ses premières minutes dans ce qui est aussi sa dernière Coupe du Monde. Promis, dernier réveil difficile de la semaine, Uruguay-Espagne samedi à 2h du matin. D'un côté l'Espagne qui avance sereinement, de l'autre l'Uruguay de Marcelo Bielsa qui joue quasiment sa survie dans la compétition. Sans doute l'une des plus belles affiches de cette fin de phase de groupe. Alors oui Gaëtan, les horaires tardifs ça a bien 2 minutes, on pense aussi au sommeil d'Owen qui se tape tous les matchs de toutes les nuits. On aimerait aussi quelques suggestions de début de soirée et des créneaux un peu plus tolérables. Pour ceux qui préfèrent le canapé à 21h plutôt qu'à 2h du matin, direction Philadelphie heure française, jeudi soir heure française plutôt, avec mon petit coup de cœur de cette sélection Curaçao Côte d'Ivoire. Sur le papier l'affiche n'a peut-être pas le prestige d'un Espagne-Uruguay, mais tout ce qu'on aime dans une Coupe du Monde, un outsider qui refuse de céder face à une nation africaine ambitieuse. En face, les Ivoiriens veulent confirmer leur montée en puissance et sécuriser leur qualification. Enfin, impossible de passer à côté de nos Bleus. France-Norvège, vendredi à 21h, 2 matchs de victoire pour les Bleus comme pour les Norvégiens. Résultat, la première place du groupe se jouera lors de cette dernière journée. En espérant aucun orage, évidemment, pendant cette rencontre pour se coucher à des heures correctes, évidemment. Pour rappel, tous ces rendez-vous de la Coupe du Monde sont à retrouver sur beIN Sport ou en clair sur M6 pour la plupart des rencontres à des heures et des horaires tolérables. Quittons maintenant les pelouses de football pour celle de l'Ovalie avec toi Gaëtan et le rendez-vous ultime de la saison française, la finale du top 14. Une finale qui se jouera samedi au Stade de France et qui opposera le Stade toulousain à Montpellier Hérault Rugby. D'un côté Toulouse habitué au grand rendez-vous qui vise un 25e bouclier de Brennus pour confirmer son statut de référence du rugby tricolore. De l'autre Montpellier qui revient au premier plan et veut décrocher un titre qui ferait énormément de bien au club. Coup d'envoi samedi 21h sur France 2 ou Canal+, pour une finale qui promet forcément de l'intensité des duels et peut-être quelques éclats de génie. On poursuit ces immanquables avec un autre grand rendez-vous du week-end, direction la Formule 1 et le Grand Prix d'Autriche, on en parlait à l'instant, un week-end qui s'annonce particulièrement intense sur le Red Bull Ring, où les pilotes devront composer avec un adversaire supplémentaire, lequel, Gaëtan ? La chaleur, 35 degrés sont attendus ce week-end sur le circuit autrichien, et forcément dans des conditions pareilles, ce ne sont pas seulement les pilotes qui vont souffrir, les monoplaces aussi vont être mises à rude épreuve. Les regards seront évidemment tournés sur Max Verstappen à domicile pour Red Bull. Alors qui profitera de la chaleur autrichienne, Verstappen pour reprendre le contrôle ou ses adversaires pour confirmer leur montée en puissance? Réponse dimanche à 15h sur Canal+. Et on change de terrain maintenant, direction la piste et les starting blocks avant de refermer cette émission. Un rendez-vous qui rassemble tout simplement l'élite mondiale de l'athlétisme, le meeting de Paris, étape de la Diamond League ce dimanche au stade Charletti. Et cette année, le public français aura aussi beaucoup de raisons de vibrer puisque 29 athlètes tricolores seront engagés dans ce grand rendez-vous. Et forcément, il y a aussi une personne qu'on va suivre, Jimmy Gressier, le natif de Boulogne-sur-Mer, qui arrive à Paris avec un tout nouveau statut, celui d'un patron du fond mondial après son titre de champion du monde du 10 000 mètres à Tokyo. Et Charletti aussi un stade qu'il connaît plutôt bien. Son 5 000 mètres sera à suivre à 19h40 aux côtés d'Etienne Daguinos, lui aussi engagé sur la discipline. On connaît bien les deux à Lille, pour le coup. Oui, Daguinos avec le record à Lille. Et aussi pour suivre l'intégralité de cette grande soirée de l'athlétisme, rendez-vous dimanche 28 juin dès 17h sur la chaîne L'Équipe. Ça fait déjà encore un beau programme en cette fin juin.
Et Wimbledon, hein, qui démarre aussi en tennis la semaine prochaine, lundi prochain. Ça va aussi nous régaler. Merci. Il est temps pour les Américains. Merci Thibaut pour le petit retour dans le temps. Tu fais pas ton âge, hein. On dirait pas que tu étais là-bas en 76, c'est beau. Merci Malo, merci Owen pour votre participation pour cette émission. Avec plaisir. On en a, je l'ai annoncé, la 31e de cette saison 5 et je crois qu'on est arrivé au bout de cette émission. Je préfère pas m'avancer sur on se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il n'y a pas de rendez-vous. J'en profite dès maintenant. Merci en tout cas à vous quatre. Merci à celles et ceux qui nous auraient écoutés jusque-là. On a fait beaucoup plus court que l'équipe de France. T'as vu, Owen? Tu vas pouvoir te coucher beaucoup plus tôt. On va pouvoir aussi aller voir la fin d'Angleterre-Ghana. D'ici là, moi, je vous dis évidemment, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.